La TV-CRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. Le gouvernement du Québec a annoncé récemment de nouvelles orientations pour améliorer la gestion des sols contenant de l'amiante. D'ailleurs, lors de notre dernière émission, la députée de Lotbinière-Frontenac à l'Assemblée nationale, Mme Isabelle Lecourt, était avec nous pour nous en parler. Ces changements permettront de favoriser la réutilisation sécuritaire de ces sols plutôt que leur enfouissement, tout en maintenant la protection de la santé humaine et de l'environnement. L'annonce en a été faite par le ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs et ministre responsable des infrastructures, M. Benoît Charette. Jusqu'à maintenant, les sols à excaver contenant de l'amiante devaient être transportés vers un lieu d'enfouissement autorisé. Dans la grande majorité des cas, cette approche menait à l'enfouissement des sols, alors que la capacité de ces sites est limitée. Elle entraînait également d'importantes contraintes opérationnelles et financières de gestion susceptibles de compromettre la réhabilitation de certains terrains au potentiel de développement intéressant. Les nouvelles orientations reconnaissent qu'une réutilisation sécuritaire de ces sols sur le terrain d'origine est possible dans certaines circonstances. Les sols pourront être utilisés sur un autre terrain contenant déjà de l'amiante lorsque les conditions le permettront. Cette approche réduira les coûts et les contraintes tout en maintenant les mêmes exigences de sécurité. Nous proposons aujourd'hui des solutions concrètes pour valoriser les sols contenant de l'amiante, réduire les coûts des projets et accélérer les travaux, de mentionner le ministre Benoît Charette. Il s'agit d'une approche efficace qui permet d'utiliser nos ressources de façon responsable tout en demeurant ferme sur l'essentiel, à savoir protéger la santé des Québécoises et des Québécois et notre environnement. Quant à Mme Isabelle Lecourt, elle a précisé que cette nouvelle orientation représente une avancée importante et une excellente nouvelle pour nos municipalités et nos promoteurs. En permettant la réutilisation sécuritaire des sols contenant de l'amiante, nous réduirons les coûts liés au transport et à l'enfouissement, tout en maintenant des normes strictes pour protéger la santé et l'environnement, de conclure Mme Lecourt. Les nouvelles orientations pour la valorisation des sols contenant de l'amiante ont fait l'objet de consultations ciblées menées auprès d'une dizaine de représentants de l'industrie ainsi que de divers ministères et organismes. Le guide d'intervention, protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés, qui rassemble l'information et les orientations sur l'encadrement légal et réglementaire des terrains contaminés au Québec, sera mise à jour au cours de l'année 2026 pour intégrer les nouvelles dispositions. Toujours dans cet ordre d'idées, le maire de la ville de Thetford, M. Marc-Alexandre Brousseau, affirme avoir été informé de cette annonce le jour même de cette annonce. Le maire a mentionné, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à améliorer dans ce qui était annoncé. On est en train d'analyser. Les gens du service des travaux publics, génie et environnement à la ville
n'étaient même pas au courant de ce qui était annoncé. On va tenter de creuser pour voir ce qu'il y a de bon pour nous dans tout ça, de mentionner M. Brousseau qui assistait à la table de concertation lors de laquelle ont été annoncées ces mesures. Il pourrait y avoir du bon dans cette annonce en ce qui a trait à la réfection des routes, a concédé M. Brousseau. Le maire aimerait bien que la situation change. Les modifications qui seraient apportées au règlement plus tard en 2026 n'y changeraient pour l'heure pas grand-chose, selon lui. À l'invitation du président de l'Union des municipalités du Québec et maire de Mascouche, M. Guillaume Tremblay, plus d'une trentaine d'organisations se sont réunies pour réaffirmer un message sans équivoque au gouvernement du Québec et du Canada. Le Québec ne peut pas se priver des personnes immigrantes déjà bien établies sur son territoire. Ces organisations, qui portent la voix des municipalités, du monde économique, des travailleuses et travailleurs, du milieu de l'enseignement supérieur, ainsi que de plusieurs secteurs de notre économie, dénoncent les conséquences importantes des récentes décisions des gouvernements du Québec et du Canada en matière d'immigration. Des mesures urgentes sont réclamées, d'abord auprès du gouvernement du Québec, à savoir mettre en place dès maintenant une clause de droit acquis pour les orphelins du programme de l'expérience québécoise, et au gouvernement du Canada de réduire la pression en renouvelant les permis temporaires des personnes déjà au Québec, notamment ceux du programme des travailleurs étrangers temporaires, tout en permettant de recruter des personnes dans les secteurs où les besoins sont critiques. Le mouvement des Cœurs bleus rassemble des voix de partout au Québec pour dire que les personnes immigrantes font partie de nos communautés et qu'elles sont indispensables. Cette mobilisation est un moment historique. On ne peut pas les laisser dans l'incertitude actuelle et sans solution, de mentionner M. Guillaume Tremblay, président de l'Union des municipalités du Québec. Les impacts se font sentir déjà dans nos milieux de vie, a-t-il poursuivi. Les deux gouvernements doivent collaborer et agir avec responsabilité, car le temps est compté pour des milliers de personnes. On demande des solutions maintenant pour donner de l'oxygène à tout le monde. Dans ce même ordre d'idées, Mme Jennifer Poiré, présidente directrice générale du groupe Castec-Plécitec et porte-parole de l'Alliance pour la main-d'œuvre étrangère, a déclaré que les restrictions récentes au programme des travailleurs étrangers temporaires fragilisent directement la productivité, la compétitivité et la croissance des petites et moyennes entreprises québécoises. En privant les entreprises de travailleurs spécialisés essentiels, on ralentit la production, on met en péril des contrats et on affaiblit l'économie régionale tout en plongeant inutilement des travailleurs déjà établis dans l'incertitude. Mme Poiré a poursuivi en mentionnant que sans clause de droits acquis ni mesures transitoires, le Québec s'expose à des pertes économiques majeures. Il est urgent d'offrir un cadre prévisible et adapté à la réalité des entreprises, a-t-elle conclu. Pour poursuivre dans le même ordre d'idées, les restrictions à l'embauche des travailleurs temporaires pourraient forcer des entreprises à délocaliser une partie de leur production à l'extérieur du Québec, préviennent des membres de l'Alliance pour la main-d'œuvre étrangère.
Cette association rassemble une quinzaine d'entreprises manufacturières, petites et grandes, situées en région et dans la région de Montréal. Depuis plusieurs mois, elle mène une croisade pour que soit allégée la réglementation fédérale sur les travailleurs étrangers temporaires. Ottawa limite actuellement à 10 % la proportion maximale des travailleurs étrangers temporaires au sein d'une entreprise. Avant août 2024, ce chiffre était fixé à 20 % dans le secteur manufacturier. On regarde actuellement nos options pour investir à l'extérieur du Québec, admet M. Claude Blanchet, directeur général de CIF Métal, spécialisé dans la fabrication de pièces d'aluminium. CIF Métal de Thetford Mines emploie présentement 165 personnes et a déjà atteint une proportion de travailleurs étrangers temporaires frôlant les 50 %. Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, ce chiffre est en décroissance au fur et à mesure de l'expiration des permis de travail. M. Blanchet a mentionné au journal Le Devoir qu'il a déjà perdu 2 employés à l'automne et qu'il en perdrait 6 autres dans les 5 à 8 prochains mois. Comme bon nombre d'entreprises manufacturières, CIF Métal a depuis plusieurs années d'énormes difficultés à recruter une main-d'œuvre locale dans les métiers spécialisés. Même si les contrats s'accumulent, les installations de CIF Métal tournent seulement à la moitié de leur capacité. M. Blanchet s'est désolé du fait qu'il a déjà 15 postes qu'il n'arrive pas à combler. M. Blanchet s'est désolé du fait qu'il a déjà 15 postes qu'il n'arrive pas à combler et qu'il devrait en créer 15 autres pour honorer un nouveau contrat. Je ne sais pas comment je pourrais y arriver. Je vais devoir laisser aller certains clients. Pour la plupart, ça risque d'être des clients du Québec. L'entreprise CIF Métal explore activement la possibilité de faire affaire avec des sous-traitants et de délocaliser une partie de sa production à l'extérieur du pays, que ce soit aux États-Unis ou en Asie. Notre souhait premier, c'est de rester et de se développer à Thetford Mines. Par contre, si on veut que l'entreprise soit pérenne, on doit regarder d'autres options à l'extérieur du Canada. La MRC des Appalaches a annoncé l'entrée en vigueur du règlement de contrôle intérimaire 227, ainsi que la déclaration de compétences en matière d'énergie renouvelable par 16 municipalités de son territoire. Cette démarche marque une étape structurante pour assurer un développement éolien harmonieux, cohérent et bénéfique pour l'ensemble de la région. Le règlement de contrôle intérimaire numéro 227 vise à tracer une ligne équilibrée entre le développement énergétique et la préservation du milieu. Il permet d'encadrer les futurs projets éoliens tout en assurant la protection des cadres bâtis existants et en favorisant une cohabitation harmonieuse des usagers, ou plutôt des usages sur le territoire. Cette démarche s'appuie sur le principe du site de moindre impact afin de protéger les terres agricoles, incluant les érablières, de préserver les paysages, de tenir compte des tourbières d'intérêt et d'intégrer les premiers, ou plutôt les futures aires protégées dans l'analyse territoriale.
Depuis l'arrivée des premiers projets éoliens dans la région, aucune réglementation régionale ne balisait l'implantation d'éoliennes sur le territoire. Cette situation a laissé place à des cadres normatifs variables d'une municipalité à l'autre, 5 d'entre elles ne disposant d'aucune réglementation et 2 ayant adopté des normes particulièrement restrictives. Dans le contexte du début de la révision du schéma d'aménagement, la MRC a jugé nécessaire d'intervenir afin d'établir un cadre commun applicable aux 16 municipalités ayant déclaré compétence. Une consultation publique tenue le 3 juillet 2025 a permis à la population d'exprimer ses préoccupations et ses attentes, lesquelles ont été considérées dans l'élaboration du règlement. Le règlement de contrôle intérimaire numéro 227 est officiellement entré en vigueur le 13 novembre dernier à la suite de son approbation par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Cette démarche s'inscrit également dans un mouvement régional plus large. En 2025, des ajustements réglementaires similaires ont été réalisés par les MRC partenaires formant le connectif des sommets, dont les MRC de l'Érable et de l'Aubinière. Cette concertation vise à assurer une approche structurée et cohérente du développement énergétique à l'échelle du territoire. La MRC des Appalaches rappelle que le connectif des sommets est un organisme ouvert et transparent et qu'un site Internet est accessible afin de permettre aux citoyens d'obtenir de l'information et de suivre l'évolution des travaux à l'adresse www.connectifdessommets.ca. L'auteur-compositeur-interprète William Bisson franchira une étape importante de sa carrière musicale en se produisant en Suisse le 7 mars prochain dans le cadre de l'événement Attache Tatuk, une grande célébration de la culture québécoise à Contenay, dans le canton du Valais. Cette soirée festive mettra en vedette la musique et les traditions du Québec devant un public européen. William Bisson fera partie de la programmation artistique aux côtés d'autres musiciens québécois, contribuant ainsi à faire rayonner la culture d'ici à l'international. William Bisson a déclaré « Jouer ma musique en Suisse, c'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Je suis très fier de pouvoir faire entendre notre musique à l'étranger. C'est aussi un privilège pour moi de partager la scène avec Diane Tell, Lendemain de veille et Priscilla Quirion. Ce sera une expérience inoubliable. Je remercie le directeur de la programmation, Mario Turcotte, pour sa confiance de mentionner l'artiste en soulignant qu'il s'agira de son deuxième passage en 2 ans sur le continent européen, puisqu'il a eu la chance de se produire en France au printemps 2023. Depuis plus de 9 ans, William Bisson enflamme les scènes du Québec avec ses performances et son univers musical, notamment au sein du groupe Hommage à Bob Bissonnette, qu'il a fondé afin de perpétuer la musique de feu Roberto Bob Bissonnette. Au fil de sa carrière, il a d'ailleurs donné plus de 300 spectacles et partagé la scène avec des artistes de renom tels que Simple Plan, Éric Lapointe, Caillouche, Caïn, La Chicane, Noir Silence, Les Respectables et bien d'autres. William Bisson sera en tournée à travers le Québec à compter du mois d'avril.
Toutes les dates de spectacle se retrouvent sur son site web à l'adresse www.williambisson.ca. Le député de Mégantic-l'Érable-Lotbinière, M. Luc Berthold, a annoncé récemment l'ouverture officielle d'un 4e bureau de circonscription situé au 153 du boulevard Laurier, bureau 500 à Laurier-Station. Ce nouveau point de service permettra de mieux desservir les citoyens du secteur de Lotbinière en leur offrant un accompagnement de proximité pour leur démarche auprès des différents ministères et organismes fédéraux. Avec un territoire vaste et diversifié, du fleuve à la frontière américaine, le député souhaitait depuis sa dernière élection renforcer sa présidence, ou plutôt sa présence, sur l'ensemble du territoire afin d'assurer un accès simplifié et efficace aux services gouvernementaux fédéraux. M. Berthold a déclaré qu'il s'était engagé à poursuivre son travail de proximité envers la population de Mégantic-l'Érable-Lotbinière. L'ouverture de ce 4e bureau démontre concrètement ma volonté d'être accessible, présent et à l'écoute des citoyens, peu importe où ils résident, a conclu M. Berthold. Il a poursuivi en mentionnant « Il est essentiel pour moi que les gens puissent obtenir de l'aide rapidement à une distance raisonnable de leur domicile. » Notre équipe sera sur place chaque semaine, les mardis, afin d'offrir un service humain et efficace. Dès mardi, le 4 mars, une personne du bureau de circonscription sera présente à Laurier-Station afin d'accompagner les citoyens dans leur démarche concernant notamment l'assurance-emploi, la sécurité de la vieillesse, le supplément de revenus garanti, les passeports, les prestations canadiennes pour personnes handicapées, le régime canadien de soins dentaires et plusieurs autres services fédéraux. Le député mentionne en terminant que le numéro de téléphone local n'est pas encore disponible, mais en tout temps, les citoyens sont invités à communiquer avec son bureau pour prendre rendez-vous ou obtenir de l'information en téléphonant sans frais au numéro 1-866-770-2903 ou par courriel à l'adresse luc.berthold@parl.qc.ca. Alors voilà, c'est ce qui met fin pour cette semaine à notre émission plutôt mouvementée par l'intérieur. C'est Nelson Fecteau qui vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite à être à l'écoute la semaine prochaine pour une émission semblable. Entre-temps, passez une excellente semaine. Prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.